Dernière étape avant de retrouver Wim Wenders, le Portugal, une étape somme toute logique avant de rencontrer le réalisateur de Lisbonne Story. Mais ici, pas de fiction, c'est Jean-Christophe Victor qui a organisé le voyage. Un voyage en 2 volets dans la patrie de Fernando Pessoa, de Manuel de Oliveira et de Linda de Souza. Et oui, premier épisode ce matin, tout de suite après un soupçon de pub. L'histoire d'un pays aussi important que le Portugal ne peut être racontée de façon complète et linéaire en 10 minutes. Mais on peut tenter de repérer quelques mouvements fondateurs de ce pays. Le Portugal est le premier des pays européens à avoir, dès le XIIIe siècle, fixé ses frontières telles que nous les connaissons aujourd'hui. Le pays s'est toujours efforcé de tourner le dos à l'Espagne. Et puis 2 grands mouvements sont fondateurs. La Reconquista contre les musulmans et la conquête des mers qui ouvre sur les découvertes puis un vaste empire colonial. Eh bien c'est surtout de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Voilà la péninsule ibérique vers 500 avant notre ère. Là vivent des peuples celtes et plus spécifiquement à l'ouest la tribu des Lusitaniens. Ils sont connus car ils ont résisté longuement à la pénétration des Romains qui s'installe quand même dans la région vers 219 avant Jésus-Christ et qui la nomme justement Lusitania. Après la fin de l'Empire de Rome, la région, romanisée, partiellement christianisée, est conquise au 5e siècle de notre ère par les peuples wisigoths, ces barbares venus du nord. Et cette présence des Wisigoths est importante car ils vont dominer toute la péninsule pendant plus de 2 siècles et ce jusqu'à la conquête arabe. En effet, en 711, les armées musulmanes franchissent le détroit de Gibraltar sous la conduite du général berbère Tariq, un berbère, pas un arabe, et elles vont conquérir rapidement toute la péninsule, sauf le nord, où se mettent en place des bastions chrétiens. Et c'est là, autour des royaumes de Castille-Léon, de Navarre, d'Aragon, que va s'intensifier la Reconquista, qui est tout à fait fondatrice dans l'histoire du Portugal. Car à l'intérieur de la Castille-Léon, entre le Douro et le fleuve Lima, se trouve la Terra Portucalensis, du nom de Portucale, nom romain de la ville de Porto. Eh bien, cette terre dispose déjà d'une grande autonomie et va jouer à cette époque un rôle majeur dans la Reconquista. On peut de fait retenir le nom de Don Alfonso Henrique, qui le premier déclara le Portugal indépendant de la Castille. Alors pourquoi ? Parce que la légitimité que lui conféra la victoire de Campo Urique en 1139 contre les musulmans lui permet alors de prendre le titre de roi du Portugal et de régner sur un premier territoire vraiment portugais allant du Minho au Mondego. Le reflux progressif des Arabes a plusieurs conséquences. Achever donc la Reconquista avec la prise de Grenade en 1492, mais aussi l'indépendance du Portugal, qui est peu à peu reconnue par les souverains qui règnent sur la péninsule ibérique. Le Portugal prend alors l'enveloppe qu'on lui connaît aujourd'hui, dès 1249. Ce sont donc les premières frontières tracées en Europe. Et puis aussi une volonté de maîtrise des mers, qui sont l'autre grande frontière du Portugal. Alors ce pays va donc développer une marine de guerre pour poursuivre l'envahisseur en Méditerranée, et une marine marchande pour commercer avec l'Italie, la France, la Flandre et l'Angleterre. C'est sous le règne du roi Jean Ier, fin XIVe siècle, mais surtout grâce à son fils, l'infant Henri, dit le navigateur, que commence la grande aventure maritime du Portugal. Avec audace, avec une vraie vision, avec de considérables moyens financiers, Henri le navigateur s'adjoint les meilleurs marins génois et portugais, des cartographes, des astronomes, des mathématiciens arabes, et dans un mouvement parfaitement planifié, le Portugal va envoyer des navires dans le monde entier pendant 80 ans. On peut suivre cette progression assez bien sur la carte. En 1415, les Portugais s'emparent du port marocain de Ceuta, poursuivant ainsi sur la mer la reconquête qui est achevée sur terre. Vers 1420, ils s'installent à Madère, où ils vont cultiver la canne à sucre.
À partir de 1427, ils sont aux Açores. En 1434, les navires dépassent les limites du monde antique en doublant enfin ce cap Bojador qui effrayait tellement les marins sous le commandement de Gil Enes. En 1436, ils atteignent le Rio de Oro et l'invention de la caravelle en 1440 permet d'aller plus loin en mer. En 1446, ils sont au Sénégal, vers 1455 en Guinée et aux îles du Cap-Vert, puis en 1460, c'est l'année de la mort d'Henri le Navigateur, ils s'installent sur les côtes africaines en Sierra Leone. Mais la mort d'Henri n'arrête pas le mouvement de découverte. En 1471, c'est un commerçant portugais, Fernando Gomes, qui là encore, la première fois, franchit la ligne de l'équateur. Vient ensuite le mouvement de contournement du continent africain, et là, évidemment, nous devons changer d'échelle. Le roi Jean II finance l'expédition de Bartolomé Dias, qui parvient, là encore le premier, en 1488, à la pointe sud du continent africain. Cette pointe sud, il l'appelle le Cap des Tempêtes, que le roi rebaptisera le Cap de Bonne-Espérance. Mais le roi refuse de financer le projet de Christophe Colomb de partir à la recherche de la route des Indes. Et quand Colomb annonce en 1493 qu'il a atteint l'Inde par l'ouest, et en fait c'était l'Amérique, Jean II prépare en secret l'expédition d'un certain Vasco de Gama, qui lui part vraiment pour l'est, double le cap de Bonne-Espérance et est le premier Européen à atteindre les Indes. Alors tout cela était évidemment très économique et politique. Aller en Afrique obéissait à des mobiles religieux pour prendre l'islam à revers et à la tentative de capter vers Lisbonne ce commerce des épices qui faisait la fortune des marchands arabes et vénitiens. La concurrence était très forte et les cartes étaient des secrets d'État. Toute divulgation d'informations cartographiques était punie de mort. Alors cette concurrence sur les mers, en particulier avec l'Espagne, va conduire les deux monarchies à signer le traité de Tordesillas en 1494, garanti par le pape Alphonse VI. L'Espagne et le Portugal se partagent ainsi le monde en deux zones d'influence, le Portugal prenant la zone située à 370 lieues à l'ouest du Cap-Vert. Et 6 ans plus tard, le Portugais Álvares Cabral découvre les côtes d'une immense terre, Veracruz, qui s'appellera plus tard le Brésil. Ce qui fait qu'en à peu près un demi-siècle, les Portugais explorent l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. Ils sont les premiers à acquérir une vision mondiale. D'autres conquêtes sont conduites par Alphonse de Albuquerque. Il est à Ormuz en 1506, puis à Goa et à Cochin en 1510. Le Portugal conquiert ensuite Malacca, puis Timor en 1520. Il commerce avec le Japon à partir de 1543. Il installe un port à Macao. En 1557, le Portugal va l'administrer jusqu'en 1999. En fait, en très peu d'années, les Portugais ont su démanteler la suprématie commerciale et maritime des Vénitiens, des Turcs, des Arabes, et se retrouvent à la tête d'une véritable entreprise commerciale mondiale. Si la vision fut juste et la conquête rapide, les Portugais ont des difficultés à créer un empire colonial solide, et cela semble-t-il pour 4 raisons. Face à des terres aussi vastes, il manque d'hommes. Ensuite, ils subissent la concurrence très forte des Hollandais, puis des Anglais. Ensuite, le roi Manuel Ier va suivre les rois catholiques et lui aussi expulser les Juifs du Portugal, qui vont aller mettre leurs compétences financières au service des Hollandais. Et puis enfin, le Portugal devient un bastion de la contre-réforme. Le fanatisme religieux de l'Inquisition suspectait tout le monde, le roi, sa cour, les commerçants, la bourgeoisie, la noblesse, créant ainsi un climat de délation qui affaiblit durablement les capacités d'entreprise de ce pays. Alors jusqu'au XIXe siècle, le Portugal conservera une influence politique et culturelle majeure sur le Brésil, et jusqu'au XXe siècle sur l'Angola, le Mozambique, la Guinée, Timor, Macao. Or, ce premier colonisateur européen fut aussi le dernier à décoloniser, attendant pour cela la fin du XXe siècle, c'est-à-dire la fin de la dictature Salazar vers les années 1974-75. Alors aujourd'hui, je me suis concentré surtout sur l'âge d'or du Portugal,
les grandes découvertes, l'esprit pionnier, le grand mouvement de sortie vers l'Atlantique, qui est un épisode absolument fascinant. Je crois qu'on peut retenir en tout cas l'indifférence et la méfiance vis-à-vis de l'Espagne, le rejet des Arabes vers la mer. Le Portugal a passé sa vie le dos tourné à l'Europe, c'est-à-dire à l'Espagne, qui était une menace sur son identité. Eh bien, ce dont on parlera la semaine prochaine, c'est qu'avec la fin des dictatures et la fin des colonies portugaises, le Portugal se tourne maintenant vers l'Europe démocratique. Sur l'histoire du Portugal, je vous conseille vivement le livre de Albert-Alain Bourdon aux éditions Chandaigne. Il a très bien saisi les grands mouvements de fond que j'ai essayé de résumer aujourd'hui. Et puis sur cette épopée fascinante des découvreurs, Un prince portugais, Henri le Navigateur, de Michel Verger-Franceschi aux éditions du Félin. Perguntam-me pelo fado, eu conheci, era vadio, que andava na moraria, talvez ainda mais magro que um cão galo, a dizer que era fidalgo,